Salut tout le monde, bienvenue à notre nouvelle édition de notre balado-diffusion sur la glace. Nous sommes le 1er février. Ben oui, on a finalement sorti du mois de janvier. On regarde vers l'avant, on espère que des jours meilleurs s'en viennent. Les résultats COVID semblent s'améliorer, donc on va souhaiter que ça va bien aller au cours des prochaines semaines. C'est déjà notre 15e édition de Sur la glace. On a encore une fois beaucoup de choses cette semaine. 3 entrevues à vous présenter. Plus tard dans l'émission, on va s'entretenir avec l'entraîneur-chef et directeur général des Saguenay-Chicoutimi, Yannick Jean, qui a atteint le plateau des 500 victoires en carrière comme entraîneur-chef dans le circuit la semaine dernière. Donc, on va revenir notamment là-dessus et parler également de la stratégie que les Saguenayens ont adoptée au cours de la période des transactions. On va s'entretenir également avec un espoir du Canadien, Sean Farrell, qui est actuellement le premier marqueur de la USHL aux États-Unis. On parle beaucoup avec raison de Cole Caulfield parmi les espoirs du Canadien. Mais ce jeune homme, Farrell, 19 ans, et connaît également toute une saison jusqu'ici. Il a 46 points en seulement 24 matchs avec le Steel de Chicago. Donc, on s'est entretenu avec lui un petit peu plus tôt aujourd'hui en direct de Chicago. On va également faire un tour du côté de Salt Lake City en Utah pour parler avec Mathieu Boucher, l'ancien de la Ligue de hockey junior major du Québec, l'ancien des Remparts et des Voltigeurs, qui connaît également un bon début de carrière professionnelle dans la ECHL avec les Grizzlies de l'Utah. Avant d'aller plus loin et de rentrer dans le vif du sujet, je vais dédier l'émission d'aujourd'hui à un jeune homme, un monsieur que j'ai connu au fil des années, qui malheureusement est décédé vendredi dernier. On parle de l'agent joueur Christian Daigle de l'agence Momentum, dont on a appris le décès à l'âge de 42 ans vendredi dernier. Et pourquoi je dédie l'émission, c'est qu'aujourd'hui, le 1er février, c'était son anniversaire. Ça aurait été son 43e anniversaire de naissance. Et malheureusement, ben, il n'est plus des nôtres. Alors, ça a pris un peu tout le monde par surprise, la commotion alentour du décès de Christian Daigle, qui était le président de l'agent Momentum, de l'agence Momentum, donc l'agent de Alexis Lafrenière. C'est d'une tristesse inouïe. Alors, je veux offrir mes sympathies. Je l'ai fait déjà sur les réseaux sociaux, sur mon compte Twitter, à toute sa famille. Beaucoup de joueurs qui faisaient partie de son écurie au Québec, les frères Pierre-Olivier et Mathieu Joseph notamment. Jacob Pelletier, espoir des Flames de Calgary, fait partie de cette agence-là et plusieurs autres, évidemment. Il avait commencé dans le milieu il y a peut-être une quinzaine d'années, même au terme de sa carrière junior, à l'époque avec Jean-Pierre Larreau, et par la suite, il a pris les rênes de cette agence. Alors, toutes mes sympathies à la famille. C'est vraiment un âge très jeune pour pour ne plus être des nôtres. On va souhaiter bon courage à toute la famille de Christian Daigle et ses amis également. Alors voilà donc pour ce petit message. Peut-être maintenant revenir sur ce qui s'est passé dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec en fin de semaine. 15 des 18 équipes du circuit étaient en action, ont chacune joué 2 matchs. Donc, il y a seulement les 3 équipes du Nouveau-Brunswick qui n'ont pas joué en fin de semaine, les Sea Dogs de Saint John, les Wildcats de Moncton et le Titan d'Acadie Batters. Le Nouveau-Brunswick qui est encore en zone orange, ce qui est l'équivalent de la zone rouge chez nous. Alors, on ne peut même pas s'entraîner là, présentement du côté de ces 3 formations-là. Mais on a repris les matchs du côté de Charlottetown, Halifax et du Cap-Breton. Et également lors de les bulles qui sont présentement en cours là, du côté de Chicoutimi, Rimouski et Drummondville. Donc, toutes ces formations-là ont joué 2 matchs. Val-d'Or, Rouyn-Noranda, Shawinigan, Québec et Charlottetown ont signé 2 victoires en fin de semaine. Dans le cas des Foreurs de Val-d'Or, on peut dire que les transactions qui ont amené Nathan Légaré, Samuel Poulain et Jordan Spence ont donné 4 points aux Foreurs en fin de semaine parce que les Foreurs ont trimé dur, ont gagné 2 matchs contre les Olympiques de Gatineau, mais 2 matchs en bris d'égalité. Et dans chacun des cas, ben, les nouveaux venus ont eu un gros mot à dire. Mentionner également le joueur de la semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec pour la 2e fois cette saison, Maverick Bourque, le capitaine des Cataractes de Shawinigan. 5 buts et 1 passe au cours des 2 matchs du week-end. 2 victoires pour les Cataractes. Bourque avait également été choisi joueur de la semaine au tout début de la saison, la 2e semaine de la saison, du 5 au 11 octobre. Avant de vous présenter également notre première entrevue avec Yannick Jean, je veux revenir sur la période des transactions qui s'est terminée la semaine dernière. Bon, lorsqu'on se parlait lundi dernier, on venait de tout terminer ça. Il y a eu évidemment d'autres mouvements de personnel durant la semaine, les joueurs au balotage et tout ça. Et aujourd'hui, on peut maintenant regarder le tableau des 18 équipes
et vraiment constaté qu'il y a 5 formations dans la Ligue junior majeure du Québec qui ont vraiment l'ascendant au niveau de la moyenne d'âge. Évidemment, ce n'est pas toujours l'équipe la plus vieille en moyenne d'âge ou les équipes les plus vieilles qui gagnent les Coupes du Président, mais je vous dirais que ça arrive souvent. Alors, il y a 5 formations là, qui sont Val-d'Or, Chicoutimi, Victoriaville, Boisbriand et Charlottetown qui ont les 5 moyennes d'âge les plus élevées dans le circuit. Toutes les autres formations, par la suite, ont une moyenne d'âge de 18 ans et moins. Et lorsqu'on regarde Val-d'Or, 18,56, Chicoutimi, 18,44, Victo, 18,42, Blainville, 18,32 et Charlottetown, 18,25. Il y a fort à parier là, que c'est probablement une de ces 5 équipes-là qui va remporter la Coupe du Président à la fin de la saison. Shawinigan s'est amélioré aussi. Shawinigan a ajouté quelques vétérans, mais on est quand même un petit peu plus jeune. Le noyau des Cataractes, en fond, est plus en position pour la saison prochaine que celle de cette année. Alors, ce sera intéressant à surveiller. C'est un sujet un peu que j'ai abordé avec Yannick Jean des Saguenay. Il y a deux séries, deux séquences qui se sont terminées. Cédric Desruisseaux, vendredi soir, avec les Islanders de Charlottetown, a vu sa séquence de match avec au moins un but s'arrêter à 13. Évidemment, ça remontait au mois de novembre. Il n'y avait pas eu de match depuis ce temps-là. Alors, Desruisseaux a été stoppé vendredi par les Eagles du Cap-Breton. Et hier après-midi, Sean Element des Tigres de Victoriaville a vu sa séquence de match avec au moins un point s'arrêter à 17 également. Il est toujours, par contre, le premier compteur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, les Tigres qui ont divisé les 2 matchs en fin de semaine face aux Saguenayens de Chicoutimi. La Ligue de hockey junior majeur du Québec va poursuivre les matchs cette semaine. C'est ça qui est intéressant. Mardi, jeudi, samedi et dimanche, on va poursuivre dans les 4 bulles. Mardi et jeudi, il y aura même des matchs en après-midi dans les 3 amphithéâtres, des matchs à 14 heures, des matchs à 19 heures. Alors, chaque équipe va pouvoir jouer 4 autres matchs cette semaine, ce qui va s'ajouter là, au total déjà joué, déjà disputé. Faut-il rappeler que l'Ontario et l'Ouest, on n'a toujours pas commencé alors que nous sommes rendus le 1er février. La Ligue de l'Ontario devait commencer cette semaine selon ce qu'on nous avait annoncé dans la période des fêtes. Évidemment, avec les éclosions, la COVID et tout ça, on a retardé le tout. La Ligue junior de l'Ouest, on a appris des bonnes nouvelles au moins du côté de l'Alberta. L'Alberta a donné le feu vert pour reprendre des matchs. La Ligue de l'Ouest qui s'est engagée avec ses joueurs à avoir une saison d'au moins 24 matchs. On espère que ça va commencer là, incessamment dans la Ligue junior de l'Ouest, mais l'Ouest et l'Ontario n'ont toujours pas commencé, alors qu'au Québec, on a plus là, de 130 matchs de jouer depuis le début de la saison. C'est quand même un bel effort effectué là, par les propriétaires, les équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et ça, évidemment, aussi, ça a été possible avec le soutien du gouvernement du Québec aux 12 formations là, basées en sol québécois. Yannick Jean des Saguenay-Chicoutimi a atteint le plateau des 500 victoires en carrière comme entraîneur-chef. Il a dirigé à l'époque le Rocket de l'île du Prince-Édouard. Il a déjà dirigé les Tigres de Victoriaville. Il est maintenant bien installé à la barre des Saguenayens-Chicoutimi. Je me suis entretenu avec lui un petit peu plus tôt aujourd'hui. Voici donc cet entretien avec Yannick Jean. On s'entretient avec l'entraîneur-chef et directeur général des Saguenay-Chicoutimi, Yannick Jean. Yannick, 3 victoires, 1 défaite depuis le retour au jeu après presque 2 mois d'arrêt. Satisfait dans la tournure des événements jusqu'ici? Oui, extrêmement satisfait. Si on calcule là, la bulle à Québec, le match qu'on avait joué avant à Rimouski, on est capable de les rappeler. Là, on est capable, on n'a pas joué beaucoup, fait qu'on on s'en rappelle. Les 2 matchs de la semaine dernière, le premier qu'on a joué contre Victo, puis hier, donc seulement qu'une mauvaise performance là, lors du match d'hier. Donc, dans les 10-11 dernières rencontres, on a joué du hockey solide, inspiré, où est-ce qu'on a joué avec notre identité. Donc, c'est de bon augure pour ce qui s'en vient. Yannick, pendant la période des transactions, je discutais avec des DG à gauche, à droite. À un certain moment, on pensait que peut-être Dawson Mercer serait échangé. On n'était pas certain de la stratégie que vous étiez pour prendre. Qu'est-ce qui a fait finalement qu'à la dernière minute, peut-être que c'était ton plan aussi, là, mais que tu as décidé d'aller peut-être essayer d'aller chercher, d'ajouter des éléments comme un gars comme la France, notamment, un gars comme Pierrick Dubé. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance à la fin, là? Ben, on a regardé les 2 tableaux jusqu'à la toute fin. On avait les 2 options. Nos 2 options étaient de tout échanger nos joueurs qui ne seraient pas de retour l'an prochain ou d'aller chercher du renfort, d'entrer au moins un joueur qui pouvait jouer sur notre top 6. On avait des très bons joueurs, bien placés, bien situés dans notre alignement. Par contre, pour jouer sur nos 2 premiers trios, on sentait qu'il nous manquait un joueur. L'arrivée de Niezef
où est-ce que ça allait été long également. Il fallait attendre de voir où est-ce que ça nous mènerait. Donc, ça nous a amené à la fin des transactions les 2 dernières journées où est-ce que le prix n'était pas là pour échanger nos bons joueurs qui ne seraient pas de retour. On voulait justement pas en échanger seulement qu'un, en échanger 2 et leur enlever la chance de gagner à tout le monde également. Donc, quand on a vu ça, on a décidé d'acheter, d'aller chercher 2 joueurs qui peuvent marquer des buts et qui vont être de retour dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il n'était aucunement question pour nous d'aller chercher des morceaux et de perdre ces valeurs-là à la fin de la saison. Donc, on voulait s'assurer de joueurs qui seraient de retour l'an prochain. Tu regardes le portrait présentement dans votre section. Oui, les Tigres se sont améliorés, les Cataractes, mais on ne sent pas peut-être comme un. Vous n'avez pas de Val d'Or dans votre équipe, peut-être, là, qui ont vraiment tout misé. Donc, ça reste ouvert pour vous pour peut-être espérer faire un bon bout de chemin, là? Ouais, ça reste ouvert. Tu sais, il y a des bonnes équipes. Il y a des bonnes équipes partout dans la ligue. Maintenant, qu'est-ce qui va faire la différence? Il y a pas d'équipe qui domine au-dessus de tout le monde. Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est vraiment la chimie d'équipe, notre manière de jouer, être capable d'arriver dans les séries éliminatoires, notre équipe la plus prête possible. Tu sais, on l'a vécu dans le passé avec l'expérience. Nous, on veut s'assurer que notre équipe progresse. Le 2 points soir après soir, il ne nous importe pas vraiment. C'est surtout la manière que notre équipe joue. Donc, on est confiant qu'on va arriver avec notre équipe fin prête pour les séries. Quel avantage que ça là, pour vous en ce moment de jouer les bulles chez vous, là? Tu sais, votre patinoire est différente des autres. Vous êtes quand même plus dans vos bebelles, comme on dit, là. Pour les autres équipes, c'est des séjours de 8-9 jours à l'hôtel. Vous autres, comment c'est le fait de jouer sur votre patinoire et tout ça, hein? Ben, c'est certain que c'est bon pour tout le monde. On est dans nos bureaux, on est dans nos locaux. Les jeunes, même s'ils sont à l'hôtel, ils continuent de faire leurs cours comme il se doit. On continue de pratiquer sur notre glace. Tu sais, on a une manière de jouer différente sur notre glace qu'on joue à l'étranger. Pour nous, ben, ça nous permet de perfectionner ça également un petit peu. On n'avait pas joué beaucoup depuis le début de la saison. On a joué les 4 premiers matchs de la saison, puis on n'avait pas rejoué encore à la maison depuis la semaine dernière. Donc, c'était Ouais. important pour nous de pouvoir jouer des matchs à la maison avant les séries éliminatoires. Puis, tu sais, un fait qu'il ne faut pas oublier, c'est pour nos partenaires, les partenaires financiers de l'organisation, les hôtels, les restaurants ont la chance dans notre milieu pendant cette pandémie d'aller chercher des revenus supplémentaires. Donc, je pense que l'administration de notre équipe fait un travail incroyable pour arriver à ce que nos partenaires financiers soient un peu récompensés. Est-ce qu'il y a une crainte encore qu'il n'y ait pas de séries éliminatoires, qu'il se passe la même chose que l'an dernier, puis que tout ça tombe à l'eau, hein, ou si vous êtes vraiment confiant que peut-être la Coupe Memorial, on ne l'aura pas, mais on va avoir au moins une Coupe du Président, là? Ben, tu sais, de la manière que la Ligue a fait les choses à venir jusqu'à maintenant, c'est très difficile de concevoir qu'il n'y aura pas de séries éliminatoires. Au pire des cas, les séries vont se faire dans des bulles. Tu sais, je ne verrais pas comment on est préparé maintenant, rendu en 2021, un an après, quasiment un an après de ce qui s'est passé. On sait à quoi faire face. C'est certain que l'an dernier, il n'y a pas personne qui pouvait arriver et dire OK, on va faire des bulles avec un protocole de santé comme ça et tout le tralala. Tu sais, il fallait sauver des vies, il fallait s'assurer qu'on mette les activités sur pause. Maintenant, il y a moyen de continuer à ce que nos joueurs jouent, compétitionnent, aillent à l'école, on le dit souvent, et dans un environnement safe. La Ligue a fait un travail extraordinaire pour réussir à créer ces bulles-là. Puis je suis convaincu qu'au pire des cas, on va jouer dans des bulles dans les séries éliminatoires. Yannick, le 23 janvier dernier, 500e victoire comme entraîneur-chef. Il y a quand même juste 5 coachs qui ont fait ça dans l'histoire de la Ligue. Et j'ai quasiment le goût de te dire, tu l'as fait presque dans le même environnement, dans le même âge, puis le même nombre de matchs que Richard Martel, avec qui tu avais travaillé il y a plusieurs années. Qu'est-ce que ça représente? Bien, ça représente, je pense que quand tu regardes ces entraîneurs-là là, qui sont sur cette liste-là, tu sais, j'ai été coaché, oui, j'ai coaché avec Richard, mais j'ai été coaché par Réal également. C'est des entraîneurs qui ont été là,
dans la ligue en même temps que moi ou qui ont coaché contre moi ou quand je jouais ou quand j'étais coach. La Ligue de hockey junior major du Québec, pour moi, c'est important. C'est dans ma vie. C'est une grosse tranche de ma vie, sinon toute ma vie. Puis le fait d'avoir joué, d'avoir été adjoint, d'avoir été coach en chef, c'est quand même un beau plateau que pas nécessairement beaucoup ont réussi à arriver. Donc, tu commences, tu peux pas arriver et dire, OK, je commence dans ce métier-là, je vais arriver à 500 victoires. C'est long, c'est loin. Mais il faut que tu le fasses au jour le jour. Il faut surtout que tu le fasses parce que tu es passionné et tu veux t'investir. Puis il faut que tu le fasses pour les jeunes. Si tu ne le fais pas pour les jeunes, tu ne peux pas y arriver, tu ne survivras pas là-dedans. Donc, non, honnêtement, oui, je suis content. Puis, je suis content de toutes ces années-là là, en arrière de moi. Merci beaucoup, Yannick, d'avoir pris le temps de jaser avec nous aujourd'hui. Très apprécié. Bonne chance pour le reste de la saison avec les Saguenay-Chicoutimi. Merci. Alors voilà donc pour cet entretien avec l'entraîneur-chef et directeur général des Saguenayens, Yannick Jean. Alors, comme on le mentionnait dans l'entrevue, 5e entraîneur dans l'histoire à atteindre 500 victoires après Guy Chouinard, Richard Martel, Réal Paiement et Mario Durocher. Mario Durocher qui est toujours actif avec le Titan d'Acadie Bathurst. Et Yannick Jean a fait ça, comme on disait, à l'âge de 46 ans. Il a encore beaucoup d'années avant lui. Pour ceux qui se posent la question, le record de la LHJMQ, c'est 589 victoires et ça appartient justement à Richard Martel, qui a dirigé Saint-Hyacinthe, Val-d'Or, Bécomo et Chicoutimi, et qui est aujourd'hui député de Saguenay, le député conservateur pour le gouvernement fédéral au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors voilà qui complète un peu notre portion LHJMQ de notre édition de cette semaine. On va parler de plein d'autres choses cette semaine. On va s'intéresser un petit peu comme c'est le mandat de notre balado-diffusion à ce qui se passe dans les autres circuits autres que la Ligue nationale. D'abord dans la Ligue américaine. Le Rocket de Laval poursuit son entraînement. La semaine dernière, j'ai eu la chance, mercredi dernier, d'aller faire un petit tour au Centre Bell, d'assister à une séance d'entraînement sur place. On a finalement réouvert les portes aux médias. La Ligue américaine de hockey va prendre son envol ce vendredi, le 5 février, mais ça ne se fera pas tout de suite dans la section canadienne. Il reste des détails à fignoler, notamment avec les équipes de Belleville et Toronto en ce qui concerne le gouvernement de l'Ontario. Il n'y a toujours pas de laisser-aller de ce côté-là. Et il y a aussi le fait que la semaine dernière, on a appris que les Flames de Calgary avaient décidé de rapatrier leur équipe école de Stockton aux États-Unis à Calgary. Donc, les jeunes espoirs des Flames vont jouer en sol canadien cette année. Donc, on va inclure Stockton vraisemblablement là, dans la section canadienne. Ça va faire un rival de plus à jouer pour le Rocket cette année parce qu'on le sait, avec le Manitoba, Belleville et Toronto en plus du Rocket dans cette section canadienne. Alors là, avec Stockton en plus qui va jouer à Calgary, ben, on aura une équipe de plus à voir cette année. Donc, il était question que la saison commence vendredi au Centre Bell. Le Centre Bell était disponible pour un match du Rocket vendredi soir, mais ce ne sera pas attendre un peu du côté du Rocket, avec lequel on a toujours 33 joueurs. On a appris également la semaine dernière que Joël Bouchard va garder 33 joueurs tout au long de la saison. On ne peut pas retrancher de joueurs, en envoyer dans la ECHL où la saison est déjà en marche et les places sont comme toutes occupées. Donc, ce sera une gestion quand même lourde là, pour Joël Bouchard et le personnel d'entraîneur. Lorsque l'équipe va partir sur la route, on n'aura pas évidemment le loisir d'amener 33 joueurs. Alors, il y a des joueurs qui devront rester à Montréal. Il y en a peut-être certains dans le groupe qui ne joueront pas beaucoup, mais au moins auront la chance de s'entraîner avec la formation de la Ligue américaine. C'est une saison qui est pas simple là, en ce moment, c'est évident pour le Rocket de Laval. En fait, c'est pas simple à tous les niveaux. Au niveau du hockey, il n'y a pas de doute là-dessus. Vendredi et samedi dernier, RDS vous a présenté 2 matchs des Badgers de l'Université Wisconsin avec lesquels s'aligne Cole Caulfield, le premier choix du Canadien en 2019. Vous vous souvenez, à la fin du mois de novembre, on vous avait présenté également 2 matchs des Badgers et honnêtement, ça n'avait pas très bien été pour Cole Caulfield qui avait été blanchi lors des 2 matchs contre Arizona State à ce moment-là. 29 et 30 novembre, et ça n'avait pas pris grand-chose pour mettre le feu aux médias sociaux. Vous savez comment ça se passe. On présente 2 matchs. Il y a une espèce de curiosité envers la présence de Caulfield. Les gens regardent le match. Ça n'avait pas bien été. En fin de semaine, ben, ça a été tout le contraire.
Caulfield a eu un match de 3 points vendredi et un match de 4 points samedi après-midi, donc 7 points en 2 matchs. Il est maintenant rendu à 28 points en 18 matchs depuis le début de la saison dans la NCAA, ce qui le place au premier rang des pointeurs du circuit. C'est 14 buts en 18 matchs, le place également au premier rang des buteurs de la NCAA. Faut-il rappeler que ce n'est qu'un joueur de deuxième année? Son âge de joueur de hockey cette année, là, c'est 19 ans. Oui, il a eu 20 ans au début du mois de janvier, mais au 31 décembre, il avait 19 ans. Il est tout jeune et parmi les meilleurs. Encore une fois, le débat est relancé sur les médias sociaux. On dirait que Caulfield à Montréal, ça suscite l'intérêt. C'est noir ou c'est blanc. On dirait qu'il n'y a pas de juste milieu. Il y en a qui le voient marquer 40 buts dans la Ligue nationale. Il y en a d'autres qui disent qu'il ne jouera jamais un match. Moi, mon message, puis j'en ai parlé un peu en fin de semaine, c'est pas parce qu'il ramasse 7 points en 2 matchs que ça va faire de lui un compteur de 50 buts dans la Ligue nationale. Et c'est pas parce qu'il est blanchi 2 matchs que ça fait de lui un paria qui ne jouera jamais dans la Ligue nationale. Il faut toujours tempérer nos observations, mais chose certaine, Caulfield s'améliore. Il a pris du galon cette année. Il est beaucoup supérieur à ce qu'il était l'an passé. L'an passé, il avait récolté 36 points en 36 matchs, 1 point par match, qui est excellent pour une recrue dans la NCAA. Cette année, son rendement en ce moment est de 1,55 points par match, 28 points en 18. Et moi, la comparaison que je fais, puis je sais que ce n'est pas le même genre de joueur, mais j'en ai parlé à l'antichambre jeudi dernier. On en a reparlé également avec le collègue Normand Flynn en fin de semaine. Johnny Gaudreau, qui est un joueur un petit peu plus grand que Caulfield, mais dont on avait beaucoup de questionnements également lorsqu'il jouait pour Boston College en 2012-2013. Il était un joueur de petit gabarit aussi. Avait récolté, comme Caulfield, 1 point par match à son année de 18 ans, sa première année, 44 points en 44 matchs. La deuxième année, il est allé chercher 51 points en 35 matchs, 1,46. Alors, je vous ai dit, Caulfield, 1,55. Ça se ressemble. La différence, la troisième année, Gaudreau est demeuré une troisième année au niveau universitaire et là, il a été chercher 2 points par match, 80 points en 40 matchs. Qu'est-ce que fera Caulfield l'an prochain? Qu'est-ce que le Canadien va penser qui va être le meilleur pour lui? Ça reste à décider. Mais il est évident que Gaudreau a bénéficié de cette troisième année-là dans les rangs universitaires à son époque à lui pour aller chercher le trophée au B. Baker et d'être prêt, fin prêt pour faire le saut par la suite avec les Flames de Calgary qu'on a justement vu en fin de semaine. D'ailleurs, Gaudreau connaît un excellent début de saison. Est-ce que Caulfield va suivre les traces? Est-ce qu'il va jouer une troisième année universitaire? Est-ce qu'on va le voir à Montréal ou à Laval l'an prochain? L'avenir le dira. Mais chose certaine, on va le revoir à RDS en fin de semaine parce que j'ai appris il y a quelques heures que RDS va vous présenter encore une fois 2 matchs de Cole Caulfield le week-end prochain. Et ça s'annonce intéressant parce que là, ça va être 2 matchs à l'étranger et non au Wisconsin. 2 matchs contre les Golden Gophers de l'Université du Minnesota qui, soit dit en passant, sont une des bonnes équipes de la NCAA cette année. Alors, on va voir Caulfield face à une formation qui aura peut-être plus d'opposition à offrir. Ce sera sûrement intéressant. Donc, vendredi soir et samedi soir à 20h. Le Canadien joue en après-midi samedi parce que c'est le week-end du Super Bowl. Donc, samedi soir, il y aura du hockey sur les ondes de RDS avec les Badgers de Wisconsin contre l'Université du Minnesota. Le temps peut-être de vous parler aussi d'un autre espoir du Canadien qui fait très bien présentement. Il s'appelle Sean Farrell. Le Canadien l'a repêché en 4e ronde en octobre dernier lors de la séance de sélection retardée là, de 2020. Un joueur de petit gabarit lui aussi, 5 pieds 9 pouces, qui aurait normalement dû cette année jouer en ce moment avec l'Université Harvard. C'est un joueur originaire de la région de Boston qui va poursuivre sa carrière universitaire l'an prochain à Harvard. Mais cette année, lorsqu'il s'est présenté à Harvard en début de saison pour commencer son saison, il a appris qu'il n'y aurait pas de hockey à l'Université Harvard cette année. Alors, il a décidé de retourner dans la USHL avec le Steel de Chicago, qui est une des bonnes équipes de la USHL. Et il est présentement au premier rang des marqueurs du circuit, 46 points en 24 matchs. Il a été nommé ce matin, 1er février, le joueur de la semaine dans la USHL. Il a 21 matchs de suite avec au moins 1 point. Il s'en va, là, si la tendance se maintient, s'il poursuit au rythme où il roule présentement, vers une saison de 100 points. Le dernier joueur qui a eu 100 points en une saison dans la USHL, c'est le Québécois Kevin Roy pour monter à la saison 2011-2012. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas que Cole Caulfield chez les Américains là, qui fait partie des bons espoirs pour le Canadien, mais également Sean Farrell qui joue donc pour le Steel de Chicago. Et ce matin, on a fait un petit tour justement du côté de Chicago pour s'entretenir avec Farrell. L'entrevue dure environ 7-8 minutes. Évidemment, c'est en anglais. Je vais tenter de vous traduire le tout au retour pour ceux qui, malheureusement, ont plus de difficultés là, avec la langue anglaise, mais c'est un entretien intéressant qu'on a eu avec Sean Farrell.
Our guest today was just been named the USHL Player of the Week, Sean Farrell, a fourth-round draft by the Montreal Canadiens. First of all, thank you for taking the time with us today, Sean. Tell us a little bit about your season so far. It's been a unique season, 46 points so far. You're at the top of the league, so you must be happy with things, the way things are going right now. Yeah, I mean, first off, thanks for having me on. I think so far this year, it's been a good season for me and our teams. We got a pretty young team this year, so I'm pretty happy with how things are going. Like we're doing pretty well, getting better every game, and I think uh, for me, I'm having a pretty good season as well, and I'm happy where my game's at and how I've been able to develop so far. How the life is going in Chicago right now? I was looking at the stats. Some cities are having fans, but I think in Chicago you're not allowed to have fans. So how tough it is right now to travel in the USHL with the pandemic and stuff like that? Yeah, it's definitely interesting. I think because like there are a few teams that have fans. We're not one of them, but I think right now we're just so happy and grateful to be playing. Like there are so many, junior teams, whether it's in Canada or in the U.S. or even some college teams that haven't gotten to play yet. So just for us to be able to be playing games has been really special, and it's an added bonus if we get to go on the road and have some fans in those buildings. Can you clarify for us a little bit? You were supposed to go to Harvard right from this year. That was the main plan. So it's just postponed from 1 year. So you're gonna go next year. It's still the plan for you. Yeah, that's still the plan for me. I was actually at Harvard for a short time in the fall, and then got the news that this season would be canceled there. So I headed back here to Chicago, but I'm still enrolled at Harvard full time and taking classes online while I'm here. Was it like deception for you to have to go back there? I read some stories about you, and some observers, some writers in Chicago covering the USHL say, well, maybe he's a bit of wasting his time to play in the USHL again this year. What do you think about that? I mean, I think being in Chicago is a great spot for me this year, especially with the amount of games we're able to play in the USHL and the amount of ice we're getting. I know, I mean, teams all across college are getting canceled or having only played like 10 or so games so far this year. And for me, I think it's been great to get 20 games in already and practicing every day with our team. Um, and, obviously I would like to be at Harvard this year, but Chicago's the best place for me that I couldn't play there. We're in conversation with Sean Farrell, Canadian draft prospect. Sean, do you have a lot of contacts with Montreal this season? Since they're not able maybe to travel, you talking a lot with Martin Lapointe or any Trevor Timmins, anyone else from the Montreal organization? Yeah, I talk to Rob Ramage every now and then. He was actually at our game last night. I couldn't see him in person, but I got to talk to him after the game just to check in, see how things were doing. So um, he's the guy that usually reaches out to me, and I talk to him every now and then. What is their message? They want to improve your play on something, or is there any specific things that they're saying to you, or? Not really. I think for the most part, he's just checking in, seeing how I'm doing. Uh, I think he's pretty happy that I've been able to play games, and from a development standpoint, I think I'm kind of taking care of that in Chicago and trying to get better every day. The fans in Montreal, of course, they don't really know you a lot. If you want to tell them a little bit what kind of player you are, we talk a lot in Montreal about Cole Caulfield. Yeah. We even showed some Wisconsin games last weekend. We're going to do it again next weekend too. So can you compare a bit with him because of the size, or it's just like a different style of player, you would say? Yeah. I mean, I think we're obviously both smaller players. I think he's definitely more of a goal scorer than I am. I think my biggest asset is as a playmaker in passing the puck. But I think sometimes you get that comparison just because we're both smaller players. But I mean, I'll definitely take that anytime being compared to him
is pretty cool because he's such a special player and such a good goal scorer. How do you see the development for you? Is this the plan for you to go 4 years in Harvard, or maybe you would quit before? We don't really know what Cole's going to do next year in Wisconsin. What about you? What is the plan for you? Yeah, I think, well, my main goal is to play professional hockey. So whenever that time comes, whenever the Canadians think I may be ready to make the jump to the pro level, I think that's definitely something that I want to do. I think it's important for me to continue to get better this year and then see how it goes at Harvard the next couple of years and then make a decision after that point. How tough it was for you to be cut from the U.S. team for the World Junior, especially after you saw them won the gold medal too. You could have been there. That was close. Was there any big deception, and then how much you got back from that deception? Yeah, I mean, it was definitely difficult for me. I think it was definitely a goal of mine to make that team. And it's definitely a pretty weird year having not a ton of games before that camp or usually having played in college before that would happen. So obviously I'm still really happy for those guys. I played with all those guys at the NTDP and some in Chicago. So I was pumped for them and happy that they won the gold medal there. One last question, maybe, Sean, before letting you go. You were drafted in the Quebec League by Val-d'Or. Did they really approach you at a certain point to come in and play in their program, or was it something you thought a little bit about, or not at all? No, not really. I think growing up in Boston, college hockey's like a really, really big thing around there. I think I grew up watching Harvard, BU, BC all the time, going to all those games. So from a really young age, I always wanted to play college hockey and play somewhere in Boston. So that's the route that I wanted to take. I'm sure growing in Boston, you were not a fan of the Montreal Canadiens either. No, not too much. I was a Bruins fan growing up. Now you change your path, of course, and you want to play in Montreal one day. Well, Sean, thank you for took that time with us today. Keep going. It's a really unique season for you so far, and we'll make sure of something in Montreal here. They watch all the prospect from far, so there's a lot of talk about you in Montreal and in Quebec right now. Awesome. Thank you. Thank you, Sean. Have a good day. Good too. Alors voilà donc cet entretien extrêmement intéressant avec, enfin j'espère que vous l'avez trouvé intéressant avec cet espoir Sean Farrell qu'on a appris à connaître un petit peu. Pas le plus gros gabarit comme on le mentionnait, on parle d'un joueur de 5 pieds et 9 pouces, donc un peu plus grand peut-être que Cole Caulfield, 174 livres selon les registres exacts. C'est un joueur qui est né entre le 15 septembre et le 31 décembre, donc il n'était pas admissible l'année d'avant, même s'il n'a que 19 ans. Il est né le 2 novembre 2001. Alors, pour résumer un peu l'entretien, d'abord parler de sa saison avec le Steel de Chicago. Il est évidemment très content de la tournure des événements. Il dit on a une équipe jeune cette année, mais qui ne cesse de s'améliorer. Et lui, devait évidemment jouer avec l'Université Harvard cette année. Et comme il n'y avait pas de saison pour Harvard, il a décidé de retourner à Chicago. Il y a des médias, des journalistes qui ont dit il perd peut-être son temps dans la USHL cette année. Parce qu'il avait quand même connu une excellente saison l'an passé à Chicago avec 56 points en 44 matchs. Et là, il est déjà rendu à 46 points en seulement 24 matchs. Lui, il dit, je n'ai pas l'impression de perdre mon temps. Au moins, j'ai déjà 24 matchs de jouer cette année, contrairement à plein d'autres ligues ou au Canada, aux États-Unis, où on ne joue pas présentement. Il dit, au moins, je suis sur la glace, je m'entraîne. Le plan est toujours de s'en aller à Harvard l'an prochain. Je lui ai évidemment posé la question qu'on pose à tous les joueurs des rangs universitaires. Est-ce qu'il se voit jouer 4 ans complets là, dans les rangs universitaires ou si peut-être il va devenir professionnel avant? Ce n'est pas réglé. Parce qu'en principe, là, si jamais il passe 4 ans à l'Université Harvard, on ne le verra pas à Laval ou à Montréal avant 2025. Mais évidemment, il y a plein de choses qui peuvent se passer d'ici là. Dans le fond, il a 2 ans de retard, si on veut, sur Cole Caulfield, même s'il a été repêché seulement 1 an après. La pandémie lui fait perdre 1 an de hockey universitaire cette année. On a parlé de ses liens avec le Canadien. Il parle souvent avec Rob Ramage. D'ailleurs, Rob Ramage était au match du Steel de Chicago hier. Il ne travaille pas sur des choses spécifiques. On est content du côté du Canadien qu'il puisse être sur la glace et se développer.
Le style de joueur, évidemment, la comparaison avec Caulfield, ça arrive souvent parce que nous sommes des petits joueurs, mais je me vois plus comme un fabricant de jeu, alors que Caulfield est plus un marqueur, ça on le savait. Mais il dit n'importe quand qu'on veut me comparer à Cole Caulfield, c'est un joueur tellement spécial que je n'ai aucun problème avec ça. Ils ont joué, ils se sont côtoyés là, dans le programme américain parce que, évidemment, Farrell en est un qui a grandi dans ce fameux programme des États-Unis au niveau des moins de 17 ans et des moins de 18 ans. Il a vécu une amère déception de ne pas être retenu pour l'équipe américaine cette année du championnat du monde de hockey junior. Il faisait partie des joueurs qui étaient sur le radar, là, qui étaient au camp. Et à la toute fin, on ne l'a pas choisi. Et évidemment, il a vécu une déception, mais très heureux pour ses amis qui ont remporté la médaille d'or. Et il a suivi quand même le tournoi avec intérêt. J'ai joué avec la plupart des joueurs qui étaient là. Il a déjà été repêché dans la Ligue junior majeure du Québec parce que c'est un joueur originaire du territoire de la Nouvelle-Angleterre, donc il fait partie de la LHJMQ, avait été repêché par les Foreurs de Val-d'Or en 14e ronde en 2017. Alors, je lui ai posé la question, est-ce que ça t'a déjà traversé l'esprit de peut-être prendre cette avenue-là? Il a dit non, moi j'ai grandi dans la région de Boston. Nous, ce qu'on veut, les jeunes, puis on entend ça souvent, là, puis ça n'a rien à voir avec Val-d'Or, là. On a grandi en regardant jouer Boston College, Boston University, Northeastern, Harvard et tout ça. Alors, pour lui, bien évidemment, c'est le rêve, c'est pas de jouer pour les Foreurs de Val-d'Or ou dans la LHJMQ et de gagner la Coupe Memorial. C'est de jouer pour une université de la région de Boston, de jouer dans le Beanpot et évidemment peut-être un jour dans le Frozen Four, même si évidemment Harvard, c'est pas toujours la meilleure équipe au niveau du hockey. Évidemment, il était un fan des Bruins en grandissant, mais a changé d'allégeance maintenant qu'il fait partie de l'organisation du Canadien. Alors, c'est un joueur que je vous invite à suivre au cours de la saison parce que présentement, honnêtement, il fait beaucoup parler de lui aux États-Unis. Il y a des séquences de lui là, sur les réseaux sociaux. C'est un joueur là, qui, en ce moment, là, est sur le radar là, au niveau des meilleurs, faisant partie des meilleurs espoirs de l'organisation du Canadien. La ECHL, on vous en a parlé quelques fois cette année. On sait qu'il y aura une équipe à Trois-Rivières l'an prochain. Alors, on s'intéresse un petit peu plus à ce circuit-là, qu'on appelait évidemment la East Coast Hockey League. On ne veut plus porter le nom de East Coast parce qu'évidemment, il y a des équipes à la grandeur des États-Unis, mais on a gardé l'appellation ECHL. Je ne sais pas si un jour on va changer ça. Ça crée un peu de confusion. Les joueurs entre eux, ils parlent toujours de la coast, comme on dit, la East Coast. Mathieu Boucher, le fils du directeur général Philippe Boucher des Voltigeurs de Drummondville, a délaissé l'Université du Nouveau-Brunswick cette année pour tenter sa chance au niveau professionnel et il s'aligne pour les Grizzlies de l'Utah à Salt Lake City dans la ECHL. Et la semaine dernière, la semaine qui s'est terminée le 24 janvier, il a été choisi joueur de la semaine à ses débuts professionnels avec la formation de l'Utah. Il a joué 3 matchs en 3 jours en fin de semaine. On lui a parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui depuis Salt Lake City. Court entretien donc avec cet ancien des Voltigeurs de Drummondville et surtout des Remparts de Québec avec lesquels il a joué pendant 3 ans. Il a été le capitaine pendant 2 saisons. Mathieu Boucher qui fait très bien avec les Grizzlies de l'Utah. CHL avec les Grizzlies de Utah à Salt Lake City, Mathieu Boucher, qu'on a bien connu notamment avec les Remparts. Salut Mathieu, ça va bien? Salut, ça va très bien, toi aussi? Ben oui, ça va bien. Écoute, juste avant de partir l'entrevue, je pense que tu disais à un de mes collègues que tu avais une petite blessure au poignet en fin de semaine, mais est-ce que c'est grave ou tout est correct? Non, non, tout est beau. C'était juste par prévention un petit peu. J'ai déjà eu des petits problèmes au poignet, fait qu'on voulait juste s'assurer que tout est beau, mais ça va bien. Mathieu, tu as été choisi joueur de la semaine dans la CHL la semaine dernière, là, du 24 au 30 janvier. Belle performance quand même, 6 points en 3 matchs. Tu as 11 points en 11 matchs depuis le début de la saison. Qu'est-ce que c'est la vie dans la ECHL pour toi? Il y a quelques semaines, on a parlé à Samuel Laberge qui jouait justement contre toi, je pense, en fin de semaine pour Allen. Comment tu vis ça, toi, là-bas? C'est une belle expérience. C'est vraiment différent. Là. Je parlais à une couple de mes chums hier. Je disais que c'est vraiment différent que le junior universitaire. Tu es un peu plus laissé à toi-même. Tu as plus de temps. Tu as plus de temps à prendre soin de ton corps, faire tes choses. Puis je pense que c'est quelque chose que j'essaie de profiter. Je prends le plus de temps possible pour essayer de me mettre prêt à performer pour la fin de semaine pour les games qu'on joue. Fait que jusqu'à maintenant, ça va bien. En temps de pandémie, je pense qu'il y a quand même un peu de spectateurs qui assistent au match. Je me trompe-tu? Ou... Non, c'est ça. Je pense qu'il y a des limites de personnes qui peuvent venir assister au game, dépendamment de la place. On a joué à Rapid City en fin de semaine passée, puis c'était quasiment à pleine capacité. Fait que c'est sûr que c'est différent de recommencer à jouer des games devant du monde. Je pensais pas vivre ça, mais c'est quand même cool.
Pour les gens qui n'ont pas suivi nécessairement ton parcours, après tes 3 ans avec les Remparts, 4 ans dans la LHJMQ, 3 ans avec les Remparts, tu as décidé d'aller à l'Université du Nouveau-Brunswick pendant 2 ans. Ça a quand même bien fonctionné. Participation au championnat canadien et tout ça. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de tourner le dos à ça et de tenter l'aventure professionnelle cette année? Avec mon parcours étudiant au Cégep, au Québec, en jouant avec les Remparts puis dans la GMQ, j'ai pu avoir des cours crédités à l'Université au Nouveau-Brunswick que j'ai fait au Cégep. Fait que ça m'a permis de raccourcir un petit peu mon parcours universitaire. Présentement, il me reste juste 5 cours. Fait que avec notre saison cancellée là-bas, j'ai pris la décision de non seulement de commencer à jouer des games, mais s'arrêter ma dernière saison là-bas aussi. Là, fait que c'était plus une chance pour moi de commencer ma carrière professionnelle tout de suite au lieu d'attendre encore 6-7 mois, peu importe le temps que ça peut prendre. Avoir attendu 18 mois, mettons, avant de jouer au hockey puis sauter directement dans le professionnel, je pense que ça aurait été dur. Fait que c'est vraiment cet aspect-là qui a fait en sorte que j'ai décidé de venir ici, puis aussi je connaissais bien le coach, j'avais quelques contacts dans l'organisation ici, je pensais que c'était un bon timing. Pour toi, ça a toujours été le plan, aller à l'université puis repartir professionnel après, et non le contraire. Il y en a qui, dès qu'ils sortent du junior, veulent tenter leur chance tout de suite au niveau professionnel, là. Ah, c'est sûr, pour moi, c'était quand même une grosse chance pour moi d'aller chercher mon bac, même si ce n'est pas tout à fait accompli encore. C'est sûr que je vais le finir ici dans les prochaines sessions. Je prends encore des cours présentement. Puis pour moi, c'était vraiment gros aussi d'avoir la chance de jouer justement à UNB, un programme prestigieux comme ça, où que beaucoup de joueurs, si c'est pas tout, ont la chance de jouer pro, soit en Amérique du Nord ou en Europe. Fait que pour moi, je pense que c'est vraiment un côté que plus de joueurs devraient prendre le temps de regarder, discuter avec les écoles. Puis pour moi, je pense que ça a été la bonne décision. De faire le saut dans la CHL cette année, évidemment, c'est le premier pas professionnel, mais on se sent quand même loin de la Ligue nationale à ce moment-là. Je sais qu'il y a plein de joueurs qui ont joué à CHL, qui ont réussi à se rendre éventuellement. Pour toi, c'est un cheminement, puis tu espères quoi, la Ligue américaine le plus rapidement possible, quoi? Oui, c'est sûr. Pour moi, je pense que c'est une chance pour moi d'essayer de gravir les échelons tranquillement, pas vite. Moi, je suis venu ici, comme j'ai dit, c'était vraiment pouvoir jouer au hockey tout de suite. La Ligue américaine n'étant pas commencée non plus, j'espère pouvoir avoir une chance d'ici quelques temps de faire mes preuves dans la Ligue américaine. Mais d'un autre côté, pour moi, ça a toujours été, que ce soit dans l'hockey mineur, midget, junior, ça a toujours été de gravir les échelons puis montrer au monde quoi je suis capable. Fait que je pense que c'est pas différent pour moi ici. Là. Je vais travailler fort, je vais montrer au monde ce que j'ai puis espérer avoir une chance au niveau supérieur bientôt. Quand on regarde la ECHL, je veux dire, c'est pas une ligue. On va peut-être apprendre à mieux la connaître l'an prochain, puis je vais t'en parler de Trois-Rivières éventuellement, mais il reste que c'est pas les destinations les plus exotiques, puis tout ça. Tu sais, as parlé de Rapid City tantôt. Moi, je te parlais de Allen au Texas, puis tout ça. Comment que c'est le voyagement, puis tout ça? Je pense que c'est vraiment particulier. Je pense que ça dépend des équipes aussi. Nous, on est super bien traités ici. Faut noter aussi qu'on joue dans la Ligue de la Côte-Est, puis on est quasiment complètement à l'ouest pour nous. Là, fait que on prend l'avion pour aller partout. Je pense qu'il y a quelques organisations qui font ça. Fait que je pense que ça dépend des propriétaires. Pour moi, écoute, plus jeune, c'est sûr que tu entends toutes sortes de choses sur la Ligue. Moi, j'ai eu aucun choc jusqu'à maintenant. Je pense que l'organisation ici est vraiment, vraiment ça coche. Tout est beau, que ce soit avant les games, après les games, pendant la semaine, le voyagement. On est vraiment traités comme des professionnels. Fait que pour moi, c'est vraiment une belle expérience jusqu'à maintenant. Là, puis j'ai pas de doute que ça va continuer. Quand j'avais parlé avec Samuel Laberge un petit peu avant Noël, il disait on a un calendrier jusqu'au 11 janvier à ce moment-là. Puis là, qu'est-ce qu'on sait de votre saison? Est-ce qu'on a établi un nombre de matchs minimum qu'on va jouer? Ou... Oui, si je ne me trompe pas, c'est censé être 72 games. Quand Pour même. l'instant, les games sont sidulés jusqu'au mois d'avril. Est-ce que ça va continuer après ça? Je ne le sais pas. Je sais que le plan, c'est, comme j'ai dit, de jouer 72 games. À part ça, honnêtement, moi, je viens d'arriver, fait que j'en sais pas plus que ça, mais je pense que les joueurs n'en savent pas plus non plus. Je pense que c'est une situation spéciale pour tout le monde en hockey, là, que ce soit ici, dans la Ligue américaine, dans la Ligue nationale. Je pense qu'on y va tout au jour le jour, puis on n'a pas vraiment le choix. Puis je pense que c'est la bonne manière de procéder.
On jase avec Matthew Boucher des Grizzlies de Utah de la CHL. Matthew, j'ai fait une allusion à Trois-Rivières. C'est sûr que ton plan, c'est de monter Ligue américaine et tout ça, mais l'ouverture possible de jouer dans cette même ligue-là, mais plus près de chez toi, est-ce que c'est quelque chose qui t'allume un peu? Est-ce que tu en as discuté avec d'autres Québécois qui sont dans le circuit présentement? Oui, c'est sûr. Ben, écoute, je connais pas le passé des équipes au Québec dans la East Coast, là, mais je pense que c'est sûr que n'importe quel Québécois, tu dis que tu as la chance de jouer professionnel proche de chez vous, ils diront pas non. Là, fait que c'est la même chose pour moi. D'un autre côté, comme tu as dit, moi, c'est sûr que j'aimerais ça, essayer de monter, d'aller jouer en Ligue américaine, mais si c'est quelque chose qui peut s'offrir à moi, on va voir avec le temps. Comme j'ai dit il y a quelques instants, moi, c'est sûr que c'est au jour le jour pour le moment, puis j'essaie de me concentrer sur les prochains jours, prochaines games, prochaines semaines, mais si jamais ça vient à ça, c'est sûr que ça va être à bien y penser. Est-ce que tu continues de suivre pas mal ce qui se passe dans la LHJMQ? Est-ce que tu as encore un penchant pour les remparts ou maintenant c'est les voltigeurs de Drummondville que tu regardes un peu plus à cause de ton père Philippe? Oui, je regarde encore les choses qui se passent dans la LGMQ, puis je te mentirai pas, j'ai encore, oui, un penchant pour les remparts. J'ai vécu 3 belles années là-bas, puis je pense que ça a été une expérience que je vais me souvenir toute ma vie, super bien traité là-bas quand je jouais là, puis encore aujourd'hui, là, quand j'ai la chance de parler à des anciens ou des membres du staff, je suis encore super bien traité. Fait que c'est sûr que j'ai un penchant pour eux, mais oui, les Vultures aussi, donc j'ai eu la chance de jouer aussi, super bien Ouais. traité là-bas aussi, puis mon père qui est rendu là, fait que c'est sûr que je prends un petit peu pour les deux équipes. Mathieu, félicitations pour ce que tu as accompli à date. Bonne chance, bonne continuité, puis profite peut-être d'un climat un petit peu plus plaisant parce que je peux t'annoncer qu'aujourd'hui au Québec, ça ne fait pas chaud en ce moment-là. Ça fait que si tu peux en profiter, c'est parfait. Yes, merci. Merci Mathieu, salut. Mathieu Boucher, donc, qui n'a jamais été repêché dans la Ligue nationale. Parlant de joueurs qui n'ont jamais été repêchés dans la Ligue nationale, je veux prendre quelques instants pour souligner le premier but dans la Ligue nationale de Mathieu Olivier, cet ancien de Moncton, de Shawinigan et du Phoenix de Sherbrooke, qui a marqué son premier but dans la Ligue nationale contre le Lightning de Tampa Bay il y a quelques jours. C'est une superbe histoire, celle de Mathieu Olivier. Et quand j'ai vu marquer ce premier but-là, j'ai eu une pensée pour le dépisteur au Québec des Prédateurs de Nashville, Jean-Philippe Glaude, qui est celui qui a recommandé aux Prédateurs d'offrir un contrat à Mathieu Olivier. Mais l'histoire avec Mathieu Olivier et Jean-Philippe Glaude remonte à 2013, alors que Jean-Philippe travaillait à l'époque comme recruteur pour les Wildcats de Moncton. Et il en était à ses derniers milles avec l'organisation. Alors, un peu en guise de remerciement, on lui avait laissé annoncer le choix de 7e ronde des Wildcats de Moncton en 2013. Et Jean-Philippe Glaude avait sélectionné pour le compte des Wildcats Mathieu Olivier, des commandeurs de, je ne sais pas si c'était les commandeurs de Lévis à l'époque ou les Chevaliers, je crois que c'était les commandeurs. Bref, il jouait à Lévis dans le Midget 3. Et c'était évidemment une prise en 7e ronde. On ne sait jamais ce que ça va donner. Il a fait sa place avec les Wildcats, a été échangé au Cataract, a terminé avec le Phoenix de Sherbrooke. À sa dernière année, comme joueur de 20 ans, 27 buts. C'est un gars aussi qui, évidemment, se sert de son gros gabarit pour faire de l'espace. Il a par la suite donc signé un contrat avec Milwaukee dans la Ligue américaine, le club école de Nashville, un peu sous la recommandation pas un peu, beaucoup sur la recommandation de Jean-Philippe Glaude. Donc, ça s'est suivi tout ça. Là. Ça remonte à 2013, on est rendu en 2021. Et Glaude qui a vu l'autre soir Mathieu Olivier marquer son premier but dans la Ligue nationale. Alors, évidemment, ça, c'est une fierté incroyable pour un recruteur au hockey. Et j'ai échangé des messages textes aujourd'hui avec Jean-Philippe et était évidemment très heureux de la tournure des événements. Mathieu Olivier qui a compris le rôle qu'il devait faire s'il voulait avoir une carrière dans la Ligue nationale. Soit dit en passant, Mathieu Olivier a vu le jour au Mississippi. Il n'y a pas beaucoup de joueurs de hockey qui sont nés au Mississippi. Son père, Simon, qui a été entraîneur adjoint dans la Ligue junior majeure du Québec, jouait dans la ECHL pour la formation là, de Biloxi au Mississippi. Alors, c'est toute une histoire que celle de Mathieu Olivier qui a joué 14 matchs dans la Ligue nationale, 8 l'an dernier et 6 jusqu'à présent cette année. Félicitations donc à Mathieu Olivier qui a marqué son premier but dans la Ligue nationale. Tout comme aussi félicitations, il faut le mentionner, à Alexis Lafrenière qui a marqué lui aussi son premier but dans la Ligue nationale en prolongation vendredi soir avec les Rangers de New York contre les Sabres de Buffalo pour donner la victoire aux Rangers. Alors, quelle façon de marquer son premier but dans la Ligue nationale pour celui qui a été le tout premier choix, cet ancien de l'Océanique de Rimouski.
Juste avant de vous quitter, on vient de faire connaître l'équipe par excellence de la semaine dans la Ligue junior majeure du Québec. Alors, Maverick Bourque, William Rouleau et Charles-Édouard Drouin sont les attaquants de l'équipe de la semaine. Bourque, évidemment, qui avait été choisi joueur de la semaine, comme je vous l'avais dit. Les deux défenseurs, Luca Cormier de Charlottetown et Jordan Spence des Foreurs de Val-d'Or, et le gardien par excellence, qui continue d'avoir toute une saison. Lui, Colton Ellis, toujours invaincu devant la cage des Islanders de Charlottetown en 11 matchs depuis le début de la saison. Les Islanders ont 14-2, mais avec Ellis devant le filet, ils sont 11-0. Les Islanders qui continuent, qui ont repris là où ils avaient laissé avant la pause du mois de décembre, la pause du temps des fêtes. Ce sera une équipe évidemment à surveiller tout au long de la saison. Voilà qui complète notre balado-diffusion de la semaine. Je vous rappelle, c'est 2 nouveaux rendez-vous qu'on vient d'ajouter sur la grille horaire de RDS. Vendredi et samedi, 20h, les Badgers de l'Université Wisconsin et Cole Caulfield face aux Golden Gophers de l'Université du Minnesota. Donc, 2 autres matchs NCAA sur les ondes de RDS. 2 autres occasions de voir à l'œuvre Cole Caulfield, ce premier choix du Canadien qui fait beaucoup jaser. Je remercie donc à la technique cette semaine Alex Gagnon, à la coordination Luc Dansereau, à la recherche Christian Daou, mes invités Mathieu Boucher des Grizzlies de l'Utah, Sean Farrell du Steel de Chicago et l'entraîneur-chef et directeur général Yannick Jean des Saguenayens de Chicoutimi. Merci à tous, bonne semaine et on se reparle la semaine prochaine pour une autre édition de Sur la glace.